Premièrement, les forces armées du Yémen annoncent la présence de la flotte navale face à l'ennemi saoudien criminel. Conformément à l'accord sur le blocus, le plan de mise en œuvre commencera dès l'annonce de cette déclaration. Deuxièmement, nous confirmons le droit de notre grand peuple à répondre au blocus par le blocus, afin d'obtenir une amélioration globale et de mettre en place cet accord. C'était donc le porte-parole très bruyant des Houthis, Ansar Allah, au Yémen, qui a annoncé plus tôt dans la journée qu'il bloquait désormais le Bab el-Mandeb. On en parle depuis longtemps. On a souvent averti que ça pouvait arriver. Et maintenant, d'après ce communiqué, au moins, c'est arrivé. La dernière fois que j'ai vérifié, il y a un peu plus d'une heure, quand on a regardé le trafic réel, il n'y avait pas encore eu d'interception et la circulation continuait encore à ce moment-là. On va voir ce qui se passe ensuite. On verra si des navires sont touchés ou s'ils s'arrêtent d'eux-mêmes. Tout ça reste à confirmer, mais il est fort probable que ce soit exactement ce qui va se produire au Bab el-Mandeb. Regardez en bas, ce détroit très étroit là-bas. C'est bien plus facile à bloquer que le détroit d'Ormuz. Et si on retire ça de l'équation, on parle d'environ 4 millions de barils par jour. Rappelez-vous, l'une des raisons pour lesquelles l'approvisionnement mondial en pétrole n'a pas été un problème majeur malgré la fermeture du détroit d'Ormuz, c'est que les Saoudiens, alors, voyons, je ne l'ai pas sur cette carte, ont le port de Yanbu sur leur côte ouest. Ils y font passer le pétrole et le gaz par des oléoducs. Ils les chargent sur des navires, puis ils les font sortir, soit par le canal de Suez au nord, soit par le Bab el-Mandeb au sud. Et maintenant, les Houthis disent que ça, c'est fini. Donc si on prend ce qui est déjà bloqué au détroit d'Ormuz, qui normalement passerait par là, et qu'on y ajoute le Bab el-Mandeb, alors là, on se retrouve face à une crise majeure. On a déjà un vrai problème parce que, comprenez bien, rien qu'à cause de tout ce qu'on a fait sans respecter le protocole d'accord. Et là, ça fait, je crois, 10 jours d'affilée. Si ce n'est pas déjà le cas aujourd'hui, c'était 9 ce matin ou hier soir. On continue à riposter encore et encore, à tout faire exploser. L'Iran réplique à chaque fois, ce qui est logique et évident. Bien sûr qu'il le ferait. Et le détroit est fermé. Enfin, il est presque fermé, comme vous allez le voir dans un instant. Il y a juste un mince filet de trafic qui passe encore. Et fait intéressant, la plupart de ce petit flux passe du côté iranien. Mais même ça, c'est négligeable, parce que la quantité de pétrole qui ne transite plus est sans commune mesure. Ce petit filet n'a donc aucun impact sur l'économie mondiale. Et maintenant, si on parle du Bab el-Mandeb, ça pourrait vraiment tout changer, et pas dans le bon sens, si les Houthis mettent leurs menaces à exécution. On sait bien qu'en 2024 et 2025, ils ont intercepté toutes sortes de navires là-bas et semé le chaos en mer Rouge. Il faut aussi se rappeler que l'administration Biden, l'administration Trump et le gouvernement israélien sous Netanyahou ont à plusieurs reprises depuis cette période tenté de détruire les Houthis. Les Saoudiens, eux, essayent depuis plus de 10 ans de les vaincre militairement. Ils n'y sont jamais parvenus. Donc il semble assez peu probable que s'ils décident d'aller dans cette direction, on puisse les en empêcher. On pourra encore frapper d'autres cibles au Yémen, comme on l'a déjà fait de nombreuses fois, comme Israël l'a fait de nombreuses fois. On peut tuer des gens, on peut tout faire exploser, mais on n'arrive pas à détruire leur capacité de lancement de missiles. À chaque tentative, on échoue. La dernière fois que Trump s'en est occupé, vous vous souvenez peut-être de cette déclaration célèbre du secrétaire Mattis. Il est arrivé, il a frappé du poing sur la table et il a dit « Oui, on va mettre fin aux Houthis en mer Rouge, on va rouvrir la voie maritime. Et soit ils font ce qu'on dit, soit ils en subiront les conséquences. Et personne ne nous arrêtera, ou quelque chose dans ce genre. » Environ un mois plus tard, sans tambour ni trompette, sans coup de poing sur la table, ils ont simplement dit
bon, vous savez quoi? On avait un accord avec les Houthis. Ils ne nous tirent pas dessus. On ne leur tire pas dessus. Bref, on passe à autre chose. Même si, en réalité, les Houthis n'ont jamais dit qu'ils ne tireraient pas sur d'autres navires. Ils avaient clairement annoncé qu'ils allaient intercepter tout ce qui avait un lien avec Israël à ce moment-là. Mais bon, peu importe. On s'est rendu compte, et d'ailleurs ça venait tout juste de sortir dans les médias et la presse occidentale, qu'on avait dépensé environ $1 milliard en très peu de temps à tirer des armes et à faire toutes sortes d'opérations pour essayer de neutraliser tout ça. On n'a jamais réussi. Alors, on s'est dit, ça ne vaut pas le coup. Autant tout arrêter et faire comme si rien ne s'était passé. Et on est simplement passé à autre chose. Parce que, au fond, c'est comme ça que cette administration fonctionne. C'est comme ça que le Pentagone fonctionne. Je ne peux même pas simplement rejeter toute la faute sur le président des États-Unis, même si je vais le faire en partie, y compris dans cet épisode. Mais le Pentagone, lui aussi, mérite presque autant de reproches pour tout ce qui se passe en ce moment. À cause de la manière pitoyable dont il fonctionne, des mensonges qu'il répète sans cesse et des informations qu'il continue de nous cacher. Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, il y a eu plus de pertes, plus d'Américains tués au combat, et aussi davantage de blessés. Et maintenant, les médias occidentaux rapportent que le Pentagone aurait dissimulé le nombre réel de victimes. Je crois que c'était le Wall Street Journal qui disait avoir interviewé quelqu'un du commandement central, un média occidental. Et le commandement central aurait répondu « On n'a pas à vous dire ça, on n'y est pas obligé ». Il n'y a aucune loi qui l'exige. Comme si, oui, c'était ce qu'on voulait faire. On veut être non transparent, on veut être opaque. Et c'est très bien comme ça. Je ne veux pas vous dire quand il y a des pertes. Par contre, bien sûr, je vous donnerai tous les détails possibles quand on frappera les Iraniens. Pas de problème. Mais quand il s'agit de parler de ce que nous avons subi, là, on n'en parle pas. Franchement, c'est assez pathétique dans ce cas-là. Mais ce n'est pas tout. Avant d'aborder les vrais sujets, il y a quelque chose qui me reste en travers de la gorge, pour ainsi dire, et qui m'agace vraiment. Et je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer, Monsieur le Président des États-Unis. Je vais aussi vous le montrer, Jack Keane, parce que le président l'écoute, mais c'est l'un des plus grands porte-voix de ce qu'est aujourd'hui la politique américaine. Et je vais vous montrer le secrétaire d'État, Rubio. Dans tous les cas que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment stupéfiant, une sorte de peloton de folie. Ce qu'il raconte est soit grotesquement faux, soit tellement idiot qu'on a honte de l'entendre à voix haute. J'ai du mal à croire ce qui se passe. Mais avant d'en arriver là, laissez-moi d'abord vous mettre à jour sur ce qui se passe réellement dans la région, parce que les événements continuent. Le Koweït et Bahreïn ont de nouveau été visés aujourd'hui par des missiles et des drones iraniens. Les deux pays subissent depuis 24 heures des vagues d'attaques continues et très violentes. Dans un instant, vous allez entendre le président Trump dire qu'ils sont en gros militairement vaincus. Ils n'ont même pas la capacité, soi-disant. Et pourtant, regardez votre écran, c'est clair comme le jour. Vague après vague, au cours des dernières 24 heures. Et bien sûr, pendant chacun de ces 9 jours consécutifs où nous avons mené des attaques, ils ont riposté. On dirait quand même qu'il leur reste un peu de moyens. Pendant ce temps, à propos du président Trump, il vient de publier ceci il y a un peu plus d'une heure. En fait, un peu moins d'une heure. Il a déclaré que chaque fois que l'Iran tue un soldat américain, il paiera ce meurtre de nombreuses fois. Cette directive a été transmise au secrétaire à la guerre, Pete Hicks, au chef d'état-major interarmé, Daniel Davis, ainsi qu'à tous les responsables militaires. Alors, on peut imaginer
que quelque chose de bien plus important que d'habitude va se passer aujourd'hui. Mais est-ce que ce sera vraiment si différent? Je veux dire, ça fait 9 jours d'affilée qu'on les frappe et on fait exploser des trucs tout le temps. Le CENTCOM publie toujours ces images en noir et blanc prises par des drones ou avec des caméras thermiques et on voit plein de choses exploser. Mais en réalité, personne ne sait vraiment ce que c'est FNR, ni ce que c'est censé accomplir. On continue de dire des choses du genre « Ah oui, ça va réduire la capacité de l'Iran à contrôler le détroit d'Ormuz et affaiblir ses capacités en missiles et en drones. » Et ça, c'est des bêtises. On sait très bien que l'Iran a mis tout ça sous terre il y a des décennies. Oui, ce genre d'installation-là, vous allez en voir quelques-unes dans un instant. Nous aussi, on a enterré ce type d'infrastructure. Donc non, on ne frappe pas chaque nuit les capacités de drones, de missiles, les usines, la production et tout le reste. Ce n'est pas le cas. Je ne sais pas, on touche forcément quelque chose, parce que franchement, on peut littéralement atteindre n'importe quelle cible à la surface si on le veut. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit que l'Iran puisse nous empêcher de frapper. Et d'ailleurs, je regardais un des bilans, je crois que c'est Dropsite News, qui a fait une compilation de toutes les cibles qu'on a touchées. Et franchement, c'est tout ce qu'on peut imaginer. Et là-dedans, je ne sais pas si c'est un accident ou pas, mais il y a un hôpital pour enfants qui a dû être évacué. 200 patients ont dû être déplacés. Des écoles ont été touchées. Des infrastructures civiles aussi. Des choses qu'on ne peut même pas prétendre être à double usage. Et puis, il y a eu beaucoup d'autres cibles militaires. On a un peu l'impression qu'on cherche juste des choses à frapper. C'est ce qu'on fait. Rien de tout ça, comme je ne cesse de le dire. Quand avez-vous vu une seule image montrant qu'on en a touché une? Il y en a une trentaine au moins dans tout le pays. Peut-être plus, mais au moins une trentaine, une dans chaque province à travers l'Iran. C'est de là que vient leur contrôle. C'est de là que viennent leurs menaces d'attaquer le Koweït, Bahreïn, l'Arabie Saoudite, le Qatar et tout le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. C'est de là que vient leur pouvoir. Tant qu'on n'a pas éliminé ça, on ne peut même pas commencer à discuter. Alors pourquoi est-ce qu'on tire sur tout sauf sur ça? Évidemment, je comprends pourquoi on ne le fait pas. Ce serait comme dire « Tiens, je vais prendre ce missile et le jeter à la poubelle. » Parce qu'en réalité, on le tire sur une montagne. Ce ne sont que des rochers. On ne fait rien. On ne cause aucun dégât. Alors oui, on ne veut pas de ça, parce que ça ne servirait à rien. Vous imaginez la vidéo qu'on verrait. Imaginez plutôt, voilà une montagne. Un missile arrive, on le fait exploser. Et la montagne est toujours là. La montagne, elle, n'a pas changé. Il n'y a pas de dégâts visibles. Parce que bon, c'est une montagne, et tout ce qu'il y a là-dedans est, eh bien, comme vous le voyez, profondément enfoui sous terre. C'est pour ça qu'on n'a rien fait de plus. Mais ça montre aussi qu'on n'est pas en train d'agir. Alors, quand le président Trump dit « Oui, on va venger nos troupes », et tout ce que vous nous avez fait, qu'est-ce qu'il a dit déjà? Plusieurs fois. Vous allez payer plusieurs fois. Eh bien maintenant, je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont viser des cibles plus vulnérables, qui risquent de faire plus de victimes. Jusqu'à présent, ça concernait surtout des installations et des capacités, comme une tour de communication, celle qui, je crois, était utilisée à Bandar Abbas, et qui servait à contrôler le trafic maritime dans le détroit, et ainsi de suite. On a réglé ça. Bon, mais peut-être qu'il va s'en prendre au personnel, parce qu'il dit « Ah oui, vous avez tué nos gars, on va s'en prendre aux vôtres. » Le truc, c'est qu'on l'a déjà fait. C'était la semaine dernière. L'une de nos frappes a tué 8 soldats iraniens. Et bien sûr, on s'en fiche complètement. Ça ne nous touche même pas. On n'y pense même pas 2 fois. Mais du côté iranien, c'est différent. Et c'est pareil avec le président Trump. Quand il est furieux, comment ose-t-il faire ça? Ce sont des êtres humains.
Nous sommes tous des êtres humains, chacun de nous. On peut avoir des cultures différentes, des langues différentes, des expériences de vie différentes et tout le reste, mais au fond, on reste les mêmes êtres humains. On a les mêmes émotions, les mêmes haines, le même désir de vengeance. Nous avons le même désir de justice. Donc, tout ce qu'on ressent à cause de ces soldats américains qui ont été tués, eux, ils le ressentent aussi. Sauf que pour eux, c'est encore plus fort, parce que leur chef a été assassiné. Vous avez vu comment le président Trump a réagi quand il a parlé des ordres qu'il avait donnés. Est-ce qu'il devrait être assassiné, lui aussi? Vous n'avez pas, en gros, anéanti leur pays. Ils ont les mêmes émotions. Et quand on a assassiné leur chef, on a aussi tué sa petite fille. On a tué, si je ne me trompe pas, la femme de son fils, qui est aujourd'hui le guide suprême, Moshe Tava Hamani. Donc, il y a beaucoup de choses. Et puis, bien sûr, il ne faut pas oublier ces 180 et quelques enfants et enseignants qui ont été tués dès les premiers jours de la guerre. Rien de tout ça n'a été oublié en Iran. Alors quand ils nous entendent dire qu'on va, vous savez, riposter plusieurs fois, se venger plusieurs fois, eux ils se disent oui, c'est exactement ce qu'on dit aussi. C'est ce qu'on fait. Et à chaque fois, ça tourne à ce jeu de représailles, coup pour coup, sans que rien n'avance vraiment. Et ce n'est pas tout. Oui, c'est bien l'école qui a été touchée là-bas. Personne en Iran n'a oublié ça. Pendant ce temps, la guerre continue dans le Golfe, enfin, dans le détroit d'Ormuz même. 2 autres pétroliers ont été attaqués aujourd'hui et lundi, d'origine inconnue, au large d'Oman. Devinez un peu qui ça pouvait bien être. J'en doute fort que ce soit nous. Donc oui, ça continue. Pendant ce temps, si on regarde cette trajectoire en direct ici, le suivi maritime indique que, sur les 3 derniers jours, du 17 au 19 juillet, il y a eu 30 traversées confirmées d'après les données de Kepler. La plupart étaient soit des traversées sombres, soit sur la principale route iranienne. Autrement dit, ils ont éteint leurs pétroliers ou leurs transpondeurs. Mais il existe encore des moyens de suivre le trafic, avec le radar, l'observation et d'autres outils. Donc on peut quand même avoir une assez bonne idée de ce qui passe ou non. Et d'après eux, il n'y a eu que 30 traversées en 3 jours, alors qu'en été, avant la guerre, on en comptait entre 100 et 140. Et ça, franchement, ça va pas nous aider, les amis. Ça ne va strictement rien changer pour nous. En gros, on en revient au détroit qui est fermé. Et maintenant, on voit que la menace, ou du moins la déclaration, c'est que le Bab el-Mandeb pourrait s'ajouter à ça. Donc l'énergie mondiale va devenir un vrai problème. Et ça ne va faire qu'empirer. Le président Trump a dit, le 17 juin, quand il a signé le protocole d'accord, qu'il savait qu'on risquait une dépression s'il ne faisait rien. Il savait aussi qu'on arrivait au bout de notre réserve stratégique de pétrole. Et ça, attendez, je crois que j'ai encore le dernier chiffre ici. Oui, voilà. Le plus récent indique qu'on est tombé à 316 millions de barils. C'était 319 la semaine précédente. Ces données datent du 10. Ils ont un peu de retard sur leur rapport de l'EIA, mais voilà où on en est aujourd'hui. On continue donc à faire baisser ce niveau. Maintenant, imaginez que le détroit soit complètement fermé et que le Bab el-Mandeb s'y ajoute. Vous pouvez imaginer ce qui se passerait. Soit on arrête de puiser dans nos réserves stratégiques de pétrole. Et dans ce cas, l'offre mondiale va diminuer. Parce qu'en réalité, la plupart du temps, quand on dit qu'on puise dans nos réserves stratégiques, on ne les utilise pas pour nous-mêmes. On en produit déjà assez pour notre propre consommation. En fait, on exporte ce pétrole. On exporte même plus que d'habitude pour essayer de maintenir le prix du pétrole sous contrôle. Et c'est là-dessus que le président Trump se concentre. À court terme, et on peut même dire, de façon un peu myope, juste sous son nez,
on essaie de maintenir le prix de l'essence bas en pensant que ça va arranger les choses. Mais comme les bases pour la suite ne sont pas là, ils créent en réalité des problèmes plus profonds pour plus tard, des problèmes qu'on aurait pu éviter. Alors je n'ai pas vu, je crois que le prix du pétrole est à 82 $ le baril. La dernière fois que j'ai regardé, c'était ça. 82 $. Donc c'est un peu remonté, mais pas énormément. Je m'attendais à un peu plus de mouvement du côté du Bab el-Mandeb. Mais une fois qu'il commence à frapper des navires et que les données montrent que le trafic s'arrête, là on peut s'attendre à ce que le prix monte encore plus. Et la question c'est, est-ce qu'on va puiser plus vite dans nos réserves stratégiques de pétrole? Ou est-ce qu'on va arrêter parce qu'on entre maintenant dans une zone à risque? On parle ici de choses qui servent surtout à maintenir les champs en activité et aussi de stocks d'urgence militaires américains qui ont été conservés depuis longtemps. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de bonne solution. Quelle que soit la décision qu'ils prennent, ce sera mauvais pour l'Amérique. Voilà la situation dans laquelle on se trouve. Alors, regardons aussi ce que dit le président Trump, parce qu'il y a plusieurs points qui posent problème. Et maintenant, comme il va répondre à certaines de ces questions, l'une d'elles a été posée sur un tarmac, hier, juste avant qu'il parte quelque part. La première question qu'on va vous montrer l'a un peu agacé, parce qu'on lui a rappelé que quand tout ça a commencé, il avait dit que ça durerait entre 4 et 5 semaines. C'est bien ce qu'il avait dit. Voilà comment ça s'est passé. Eh bien, vous continuez à m'attaquer. Ce qu'on fait là, c'est un travail bien plus important. Avant, on essayait juste de les empêcher d'avoir une certaine capacité. Maintenant, on met carrément fin à tout ça. Donc ce n'est vraiment pas la même chose. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on met fin à toute possibilité pour eux d'avoir un missile nucléaire. Si vous regardez bien, en 1 semaine et demie, pas 4 semaines, 1 semaine et demie, 2 semaines, on les a probablement arrêtés. Mais je ne veux pas du mot « probablement ». Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Plus de questions, parce que je n'arrive même pas à répondre à celles d'avant. Qu'est-ce que vous voulez dire par c'est un plus gros travail? C'est le même travail. Vous avez fixé un objectif militaire impossible à atteindre. Et vous le saviez. Voyez, c'est une chose si vous pensiez que bon, il y avait une bonne chance de réussite et que ça n'a simplement pas tourné en votre faveur. Ça arrive parfois dans les affaires internationales. Vous pouvez avoir le meilleur plan du monde, fondé sur une situation dynamique et chaotique, avec une voie crédible vers le succès, et pourtant ça échoue. Parce que l'autre camp s'est révélé plus redoutable que prévu, ou qu'il a introduit une nouvelle capacité, ou que ses ressources étaient différentes, peu importe. Ça arrive dans les affaires humaines, parce qu'il n'y a jamais qu'une seule personne qui agit. Mais quand on savait que c'était au-delà de nos capacités et qu'on nous l'avait dit clairement, on n'allait pas provoquer l'effondrement du régime en assassinant le guide suprême. Ils n'allaient pas non plus éliminer leur stock nucléaire, surtout pas les matériaux retraités. Ils n'allaient jamais y renoncer. Et si on attaquait le pays, il y avait de fortes chances que, au lieu que la population se soulève contre le régime, elle se rassemble autour de lui. Tout ça, on le savait. On nous l'avait dit sur le plan militaire, on lui avait dit sur le plan militaire qu'avec des bombardements seuls, on n'avait pas la capacité de vaincre l'Iran. Vos bombardements ne vont pas provoquer la chute du gouvernement et ils ne suffiront pas à vaincre son armée. C'est impossible, pour toutes les raisons qu'on vous a déjà expliquées plusieurs fois. Il le savait. Et maintenant, quand on lui pose la question, il répond « Oui, bon, c'était plus difficile que prévu, mais on va trouver une solution. » Non, on ne va pas trouver de solution. Il n'en trouvera pas, parce qu'il n'y a rien à trouver.
L'autre camp a désormais démontré que qu'on le lui ait dit ou non, on ne peut pas vaincre militairement l'Iran uniquement depuis les airs. Et il y a un problème encore plus grave que ça, c'est celui de nos stocks d'armes. On en parle pas mal aux infos en ce moment. Nos stocks de munitions diminuent, encore et encore. C'est exactement ce que je répète à chaque fois qu'on aborde le sujet, pratiquement à chaque discussion. Et maintenant, c'est dans les journaux. Je crois que le CSIS, Gary, si tu peux afficher ça, le CSIS a expliqué combien de temps il faut pour fabriquer certains systèmes d'armes clés, les SM-3 et les THAAD, entre 28 et 15 millions de dollars pièce. Et puis on voit le temps incroyable que ça prend pour produire ces missiles. 64 mois, 53 mois, encore 53 mois pour un SM-6, puis les JASSM, les Tomahawk et ensuite les Patriot. Je crois que le PRSM, je ne suis pas sûr de ce que c'est. Je ne sais pas si c'est le PAC-3. Je ne suis pas certain de celui-là. Mais pour toutes les autres, ce sont des sujets dont on parle souvent. Et en fait, j'ai fait un peu de recherche parce que ça prend énormément de temps de revenir en arrière et d'examiner tout ça. Et il s'avère que la description qu'on m'a donnée, c'est que c'est un peu comme fabriquer un de ces missiles. Ils m'ont dit, ce n'est pas comme, vous savez, une usine où on fabrique des Ford ou des Chevrolet avec une chaîne d'assemblage, où on ajoute les pièces les unes après les autres et où le produit sort tout prêt à la fin. Non, ils m'ont dit que c'était pas du tout comme ça. En réalité, c'est plutôt comme construire une petite fusée à la main, où chaque pièce doit être assemblée avec les autres, une par une. Et puis, il y a tous les problèmes d'approvisionnement. Il y a, je ne sais pas, une centaine de fournisseurs différents. Il faut tout obtenir, donc tout doit être coordonné, organisé, tout ce genre de choses. Alors, quand vous entendez qu'on veut augmenter la production et qu'on parle beaucoup des PAC-3, on veut passer d'environ 620 à, disons, 2 ou 3 000 par an. Un chiffre énorme comme ça. Eh bien, c'est ça l'objectif. Mais on voit bien à quel point c'est difficile à réaliser. Et on ne sait pas encore si on y arrivera, parce que ce n'est pas seulement une question de construire des usines. C'est aussi une question d'obtenir toutes les ressources supplémentaires et tous les autres éléments nécessaires à la fabrication de ces engins et de faire travailler des ingénieurs en aérospatial. On ne va pas simplement au magasin du coin en disant « Hey, quelqu'un cherche du boulot aujourd'hui, venez donc fabriquer des missiles. » Ça ne marche pas comme ça. Il faut des gens hautement qualifiés, très bien formés, parce que tout est d'une précision et d'une complexité extrême dans la microélectronique. Je veux dire, tout ce qu'on peut imaginer, des micro-radars, tous les composants nécessaires. Parce qu'en gros, il faut construire une fusée capable de toucher une balle en plein vol, à Mach 5. Et on peut facilement imaginer à quel point un appareil comme ça est incroyablement sensible. C'est pour ça que tout ça prend autant de temps à faire. On ne peut pas remplacer ces choses-là de sitôt. C'est pour ça que, quand on a parlé de 3 ans l'autre jour, juste pour remplacer ce qu'on a perdu, eh bien, c'était peut-être une sous-estimation. En réalité, ça prendra sans doute beaucoup plus longtemps. Et là, ça fait 9 jours d'affilée qu'on se rend coup pour coup, qu'on répond à chaque attaque. Et au final, il ne se passe rien. On continue de descendre, encore et encore. On se débarrasse de missiles dont on a pourtant besoin ici. Alors, quand vous entendez « Attendez, je vais vous montrer Jack Keane dans une seconde », non, en fait, allons plutôt à celui-là. Gary, lançons le premier parce que Jack Keane dit en gros qu'on est prêt à y aller. Ce qu'on m'a dit, c'est que pendant cette période, évidemment, ces 90 jours où nous avons mené un effort diplomatique, nous avons retrouvé une pleine capacité opérationnelle, et les Israéliens aussi. C'est ce que je sais. Je pense qu'il faut poser la question à l'administration à ce sujet.
Moi, je suis confiant dans notre capacité à exécuter la mission que le président nous a confiée. Et si je dis ça, c'est parce que nous sommes entièrement prêts à reprendre des opérations de combat majeures. Ce serait une campagne d'environ 2 semaines, avec un ensemble d'objectifs différents de ceux que nous poursuivons actuellement, en coordination avec les Israéliens. Et si nous sommes prêts à faire ça, avec des cibles bien plus nombreuses et complexes que celles que nous gérons dans le détroit d'Ormuz, alors je pense que nous sommes dans une très bonne position. Bon, je disais à Gary, juste avant qu'on entre en direct, quand j'ai vu ce passage vidéo, la dernière partie là, j'ai failli exploser. On est plutôt en bonne position. Sérieusement? Tu plaisantes ou quoi? Mais sur quelle planète tu vis? Écoute, tu peux convaincre les téléspectateurs de Fox News toute la journée. Pas de problème. Les gens regardent ça. T'es un général à la retraite. T'es tout le temps invité là-bas. Ils te parlent toujours avec un respect incroyable et ils croient tout ce que tu dis. Très bien. Parfait. Donc tu as trompé des millions d'Américains chaque jour. Félicitations. Mais ça change quoi pour la guerre? Parce que je vais te dire qui n'est pas dupe. Les Iraniens ne sont pas dupes parce que ce sont eux qui en subissent les conséquences. Ils voient très bien ce que ces armes peuvent faire et ce qu'elles ne peuvent pas faire. Ils ont leur propre capacité de renseignement, mais ils savent aussi lire. Et quand ils voient le Wall Street Journal, le New York Times ou le Washington Post publier toutes ces histoires expliquant que nous manquons de systèmes d'armes essentiels et qu'ils consultent cette liste du CS-6, ils comprennent combien de temps il faut pour fabriquer ces missiles de précision. Alors ils peuvent se dire, d'accord, on a aussi lu que vous aviez déjà utilisé 45% de certains de ces missiles. Je crois que c'était les JASSM. Et à peu près la même proportion de missiles de croisière Tomahawk, nos missiles offensifs les plus performants. On en a utilisé presque la moitié pendant les 40 premiers jours. Je ne sais pas combien on en a tiré pendant cette phase actuelle, ces 9 derniers jours, ni combien pourrait encore arriver ce soir. Mais vous avez vu, sur le graphique qu'on a montré tout à l'heure pendant que Jack King parlait, beaucoup de vidéos où l'on chargeait des Tomahawks sur des avions. Donc apparemment, c'est toujours ce qu'ils utilisent aujourd'hui. Leur stock diminue. Et il faut bien comprendre une chose. Il ne sera pas reconstitué dans un délai qui ait quoi que ce soit à voir avec cette guerre. On n'a même pas encore arrêté d'en tirer. Alors remplacer quoi que ce soit, c'est encore loin. Et si un petit missile met autant de temps à être fabriqué, quasiment à la main, eh bien, on n'ira pas bien loin. Donc si on les utilise tous, qu'est-ce qui se passe, Général Keane? Vous dites qu'on est en bonne posture, qu'il faut tenir 2 semaines. Mais d'où sort ce chiffre absurde? Parlons-en une seconde. Vous avez vu le président Trump se faire critiquer parce qu'il avait dit plus tôt que ça prendrait entre 4 et 6 semaines, et ça s'est révélé complètement faux. Et maintenant, voilà que Jack Keane en rajoute une couche en disant « Oui bon, on était à 6 semaines, mais il nous en fallait que 2 de plus. On aurait pu tout gagner, on n'aurait pas dû s'arrêter. » C'est ce qu'il a dit. Donc maintenant, vous êtes en train de dire « Vous savez quoi? On va simplement revenir à ça. » On va simplement revenir en arrière. On a retrouvé la profondeur de nos stocks. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, quand on parle de magazine depth, c'est le terme que l'armée utilise pour désigner les réserves d'armes. En gros, ils stockent leurs munitions. C'est un peu comme le chargeur d'un fusil, celui qui contient les balles. Sauf que là, ce sont les chargeurs qui contiennent les missiles et tout le reste. Donc ça veut dire qu'en gros, nos réserves de munitions sont à nouveau pleines dans tous nos dépôts. On les a rapatriées depuis leurs emplacements d'origine, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs en Europe, et maintenant, elles sont là où elles doivent être pour être utilisées, que ce soit sur les navires ou dans d'autres sites de tir.
Mais ça ne te sert à rien, sauf pour ce qu'il y a sur un navire. Donc tu peux en passer en revue en quelques semaines. C'est peut-être de là qu'il a tiré ce chiffre. Tu peux en passer en revue en quelques semaines. Et quand tu repars vers une guerre totale, comme il le disait, tu vas épuiser le reste vraiment très vite. Et après, tu ne dois pas entrer en guerre si tu n'es pas capable de la soutenir. Le rythme quotidien, le rythme nécessaire pour mener cette guerre sur une longue période. Et tu dois te demander, est-ce que je peux soutenir cette guerre assez longtemps pour dépasser la capacité de l'adversaire à maintenir sa défense et sa capacité de contre-attaque sur une période comparable? S'ils y arrivent, on va juste tirer un chiffre au hasard. S'ils peuvent tenir 40 mois, alors il faut que vous puissiez aller jusqu'à 50 mois, ou quelque chose comme ça. Mais peu importe votre chiffre, 3 mois, par exemple. Et s'ils peuvent tenir 4 mois, là vous êtes fichus. Ils ne peuvent tenir que 4 mois, mais c'est déjà un mois de plus que vous. Vous êtes fichus, parce que vous ne pouvez pas vous défendre. Et maintenant, eux, ils peuvent agir à découvert, sans même se soucier de ce qui pourrait leur tomber dessus. Ils peuvent sortir de ces montagnes et faire toutes sortes d'autres choses. En ce moment, ils ne font qu'épuiser nos réserves. Je suis sûr qu'ils n'aiment pas ces frappes, surtout quand elles tuent certains de leurs soldats en Iran. Mais je pense qu'à un niveau stratégique, leur message c'est plutôt « Allez-y, faites-le, pas de problème ». Parce qu'ils savent que vos stocks s'épuisent et qu'il est impossible de les reconstituer dans le délai de cette guerre. Eux, ils savent exactement ce qu'ils ont, la taille de leurs réserves et le temps qu'il leur faut pour fabriquer des missiles. Apparemment, c'est plus rapide. On sait qu'ils en ont un nombre important, mais pour l'instant, ils n'ont pas besoin d'en utiliser beaucoup, puisqu'ils les gardent dans ces installations souterraines. Et maintenant, ils utilisent beaucoup plus de drones. Je vous l'ai montré la semaine dernière. Même sur nos bases, en plein jour, certains de ces drones passent à travers et atteignent leur cible. Alors bien sûr, si eux arrivent à faire voler un drone en plein cœur d'une base militaire américaine, il faut bien comprendre qu'ils vont continuer à le faire. Parce que ces drones-là, ils peuvent en produire en grande quantité, très facilement. Et ensuite, ils garderont leurs meilleurs missiles, les plus sophistiqués, pour le coup décisif, celui qui pourrait venir plus tard, quand nous n'aurons plus rien. C'est exactement la situation à laquelle on fait face en ce moment. Donc, quand vous entendez Jack Keane dire ça, il faut juste garder du bon sens. Ce qu'il dit n'a pas de logique. Le président Trump aussi, Gary. Revenons à ce dossier Trump-Iran. Il a lui aussi abordé ce sujet. Ils ont quelques missiles, quelques drones, un peu de capacité de production, pas grand-chose. Le détroit, c'est nous qui le contrôlons. Eux, ils ne contrôlent rien. On verra bien ce qui va se passer. Mais ce soir encore, on les a frappés très fort. Et on l'a fait en hommage probablement aux trois. Donc, ils n'ont rien. On dirait un peu le contraire, non? On voit des vagues d'attaques continues et violentes venant d'Iran, vague après vague, depuis 24 heures. On voit qu'ils continuent de frapper les navires dans le golfe d'Oman, tous qui essayent de voler au-dessus ou de naviguer là-bas sans leur autorisation. On voit bien que rien ne passe. Il a dit « Nous contrôlons le détroit d'Ormuz ». Franchement, est-ce que ça ressemble à un contrôle du détroit d'Ormuz, selon vous? Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est le camp iranien qui contrôle le détroit d'Ormuz. Parce qu'avant la guerre qu'on a déclenchée, le trafic c'était entre 100 et 140 navires par jour qui allaient et venaient. Personne ne le contrôlait. Et personne n'en avait besoin. Tout le monde pouvait circuler librement, dans un sens comme dans l'autre. Pas de problème.
Maintenant, il y en a 10, et la plupart partent d'une manière ou d'une autre du côté iranien. Donc là, on n'est plus dans l'embarras. C'est carrément inquiétant et dangereux, parce que c'est cet homme-là qui prend les décisions. On sait déjà, on en a eu la preuve directe, qu'avant même le début de cette guerre, les services de renseignement et l'armée l'avaient prévenu que ça ne pouvait pas marcher. On ne peut pas gagner une guerre uniquement avec des bombardements. Il les a ignorés et il a foncé quand même. Et maintenant, on avait un protocole d'accord en place qui lui aurait permis soit de se retirer tranquillement, soit de rouvrir le détroit et de relancer le flux de pétrole, ce qui n'aurait jamais impliqué Bab el-Mandeb. Et ça aussi, il l'a jeté à la poubelle. En ajoutant un corridor sud dans le détroit d'Ormuz, du côté omanais, ce qui contredisait le mémorandum qu'il avait lui-même signé quelques jours plus tôt. Franchement, on a l'impression qu'il veut tout bloquer, qu'il ne veut pas que ça se règle. Je sais pas, il y a beaucoup d'informations que je n'ai pas. Mais ce qu'on a, ça n'a pas de sens. Ce qu'on a ne correspond pas au cadre dans lequel on essaye de mettre fin à la guerre. Et d'ailleurs, en parlant de mettre fin à la guerre, il y a autre chose qui m'a vraiment fait grincer des dents. En parlant de Jack Keane, il a dit « Vous savez quoi? La diplomatie, ça n'a tout simplement pas marché. Alors à quoi bon continuer ?» Qu'est-ce qu'on fait là? On fait ce qu'on n'a pas réussi à obtenir par la voie diplomatique. On a levé notre blocus dans le cadre de l'accord, mais eux gardent le contrôle. Alors maintenant, on mène la bataille du détroit d'Ormuz pour l'ouvrir de force, le sécuriser et à terme en prendre le contrôle. Ça va encore prendre du temps avant d'atteindre l'objectif que le président a fixé à ses commandants militaires. Attends une minute. Doucement, doucement, Jack. Tu avais dit que ça prendrait environ 2 semaines. Et maintenant, à la fin, tu dis que ça va prendre du temps pour être terminé. Alors c'est quoi au juste? C'est encore 2 semaines et la guerre sera finie. On aura gagné? Ou bien c'est « Ah oui, ça va prendre beaucoup de temps ». Parce que là, quand il dit qu'on va maintenant gagner militairement ce qu'on n'a pas pu obtenir par la diplomatie, t'es sérieux? Désolé. Mais c'est illogique. Parce qu'on l'avait déjà. On l'avait, même avec cette guerre illégale, immorale et contraire à l'éthique qu'on a menée en 2012, la soi-disant guerre de 12 jours, 2025. La soi-disant guerre de 12 jours où on a détruit leurs 3 principales installations militaires. Enfin, du moins ce qu'on voyait en surface de leurs 3 principales installations nucléaires qu'on prétendait nécessaires à un programme d'armes nucléaires. D'accord, bon, tu t'en es occupé. Donc ton travail ici est terminé. Ils n'auront jamais d'armes nucléaires. Ils ont toujours dit qu'ils n'en auraient pas. Mais peu importe, maintenant tu as tout enseveli sous les décombres. Il leur faudra 20 ans pour reconstruire tout ce qu'ils avaient mis en place. Voilà. Le détroit d'Ormuz est ouvert, le Bab el-Mandeb aussi, le commerce circule librement. Le prix de l'essence, je crois qu'au début de l'année, il tournait autour de $50 le baril. Et on s'est dit non, ça ne suffit pas. Alors on a décidé d'entrer en négociation en menaçant de revenir et de tout faire sauter. Et puis, de façon incroyable, et personne ne sait vraiment pourquoi ils ont fait ça, le camp iranien, le 26 février, 2 jours avant le début de la guerre, avec la médiation d'Oman, a dit « Vous savez quoi? On va accepter presque tout ce que vous demandez. On va vous donner un accord nucléaire encore meilleur que celui d'Obama, et ça va vous offrir une énorme victoire diplomatique. » Et nous, on a répondu « Non, on n'en veut pas. » Alors on est parti en guerre. Et ensuite, on a découvert que la guerre ne pouvait pas les détruire. Donc maintenant, on essaie de revenir en arrière, comme Marco Rubio l'a répété plusieurs fois, revenir à la situation d'avant, quand tout était ouvert. C'est devenu notre objectif. Sauf que ça non plus, ça ne va pas marcher.
Parce que quand on avait le protocole d'accord qui aurait pu nous faire revenir un peu dans cette direction, on y a ajouté quelque chose exprès pour bloquer le processus. Et maintenant, ça fait 9 jours d'affilée qu'on mène des opérations militaires pour essayer d'obtenir un résultat. Et là, Jack Keane affirme que si on revenait à une guerre totale, ce serait un autre ensemble de cibles. Différent de ce qu'on fait en ce moment. Mais ça, c'est illogique aussi. Pourquoi j'irais frapper des cibles maintenant si ça ne résout pas le problème? S'il existait des cibles qu'on pouvait attaquer et qui les feraient capituler, à quel point ce serait idiot de ne pas les frapper? À quel point ce serait idiot d'aller s'en prendre à une autre cible? Vous voyez, Keane, lui, on ne le reprend jamais là-dessus, sur l'illogisme de ses propres propos. Vous venez d'en entendre 2 exemples, juste dans ces dernières minutes, dans ces 2 extraits. Complètement illogiques, selon ses propres mots. Et pourtant, ce sont ces gens-là que le président Trump écoute, et c'est sur cette base qu'il fait ses déclarations. Maintenant, si Jack Keane pense qu'il faut reprendre par la force militaire ce qu'on n'a pas obtenu par la diplomatie, notre principal diplomate, du moins sur le papier, Marco Rubio, semble penser que non, la porte de la diplomatie reste ouverte, mais avec une réserve. Je pense qu'on reste toujours ouvert à la diplomatie. Mais il faut que ce soit du concret. Il faut que ce soit un accord qui soit prêt à respecter. Écoutez, l'Iran devait, il y a une semaine, publier une déclaration disant que le détroit d'Ormuz resterait ouvert, qu'il n'attaquerait plus les navires. Et au lieu de faire ça, ils ont attaqué 3 bateaux. Je crois que c'était vendredi ou samedi dernier. Donc, leur comportement doit changer pour que le nôtre change aussi. Qui a attaqué le premier? Du côté iranien, ils ont désactivé certains navires parce que ceux-ci ne respectaient pas l'autorité que le président Trump leur avait accordée en signant le mémorandum d'entente qui leur donnait le droit de décider comment le détroit resterait ouvert pendant 60 jours. Et quand ces instructions n'ont pas été suivies, ils ont neutralisé le navire. C'est ensuite les États-Unis qui ont commencé à attaquer les Iraniens eux-mêmes, pas seulement les navires, même si on a fait ça aussi. Mais on a attaqué l'Iran. Et c'est là que cet échange d'attaques a commencé, et il continue encore aujourd'hui. Et franchement, quand il s'assoit pour dire qu'on essaye de trouver une solution diplomatique, alors que je viens de vous montrer qu'on a jeté toutes les solutions diplomatiques à la poubelle, on ne veut même pas de solution diplomatique. Et il faut aussi préciser que quand Rubio dit ça, il ne parle pas de diplomatie, pas au sens réel du mot. Ce qu'il cherche, c'est une reddition. Quand il dit « s'ils se comportent bien », ce qu'il veut dire, c'est s'ils obéissent à toutes nos exigences, s'ils se rendent, s'ils s'allongent et font exactement ce qu'on leur dit. C'est ça qu'il veut. Si c'était une vraie diplomatie, avec de vraies négociations, où chacun donne quelque chose pour obtenir quelque chose, eh bien, c'est ce qu'on avait. On l'avait le 26 février. On l'avait aussi le 17 juin, avec le protocole d'accord. Et maintenant, il est peu probable qu'on le retrouve. Je pense que ça va se régler sur le champ de bataille. Et comme on ne peut pas reprendre le contrôle de force à l'Iran, je pense qu'ils vont simplement continuer à se battre. Et si vous voulez, vous pouvez élargir votre liste de cibles et recommencer à faire exploser des rochers au sommet des montagnes. J'imagine que vous pouvez le faire. Mais tout ce que ça va faire, c'est nous affaiblir encore plus vite et nous rendre vulnérables partout ailleurs dans le monde. Parce que dans ce cas, on n'aura plus ni armes offensives, ni missiles intercepteurs pour se défendre où que ce soit. Et si quelque chose se passe en Asie, et si quelque chose arrive entre la Russie et l'OTAN, Dieu nous en garde. Je suis contre ces 2 scénarios. Mais le fait est que, si on se retrouve entraîné dans une guerre imprévue quelque part, on est fichu. Parce qu'on aura littéralement jeté notre puissance contre les flancs des montagnes, pour rien.
pour une guerre qu'il n'était même pas nécessaire de mener. Et maintenant, on en subit les conséquences. En parlant des conséquences, ce n'est pas seulement le pays qui en subit, ni même l'administration sur le plan politique. Il y a aussi les conséquences physiques, et ça, c'est quelque chose que je ne veux surtout pas banaliser. Les dernières informations sont tombées aujourd'hui. Le Pentagone a identifié 2 militaires supplémentaires. Je crois que je vous avais dit, quand ils ont annoncé qu'un soldat était porté disparu, que c'était presque certainement parce que l'un d'eux avait été complètement anéanti dans la frappe de missile. Et apparemment, c'est bien ce qui s'est passé. Et puis maintenant, on apprend qu'une soldate, la caporale Isabella González, a aussi été tuée en Irak. D'après ce qu'on sait, un drone irakien avait été abattu et ils essayaient de le désamorcer, ou quelque chose comme ça. Les détails ne sont pas très clairs. Apparemment, il a explosé et c'est avenu d'être détaillé. Apparemment, le Pentagone ne nous dit pas tout. Il semblerait qu'il y ait beaucoup plus de blessés graves dans cette attaque en Jordanie. On verra bien s'ils finissent par dire la vérité là-dessus. Et puis il y a aussi ce point-là. Voici maintenant tous les soldats qui ont été tués, ceux dont on a connaissance jusqu'à présent. Le dernier chiffre que j'ai vu parlait de 430 blessés, et j'ai de sérieux doutes sur la fiabilité de ce nombre. Je parierais qu'ils sont bien plus nombreux que ça. Chacune de ces personnes est morte, mes amis. Morte parce que le président Trump a laissé son ego signer des chèques que leurs corps ont dû encaisser. Cette guerre n'aurait jamais dû avoir lieu. Et ce n'est pas seulement qu'on se retrouve maintenant avec une catastrophe économique et des destructions massives. Nos alliés ont été touchés. Des installations ont été détruites au Qatar, au Koweït, en Arabie Saoudite. Tout ça, c'est grave. Mais là, on parle du coût humain. Des gens qui devraient encore être en vie pendant qu'on parle et qui ne le sont plus. Et voilà, je vous ai montré ça. Le président Trump avait déjà publié ce message. Il essaie de paraître dur, mais c'est pas de la fermeté. Parce que tout ce qu'il va faire, là, ça va simplement provoquer une nouvelle réaction du côté iranien, comme à chaque fois. Une autre contre-attaque, et cette liste va sans doute continuer à s'allonger. Ça n'aide aucun Américain. Ce qui aiderait vraiment les Américains, ce serait de mettre fin à cette fichue guerre par tous les moyens possibles. Ravalez votre fierté, toute votre fierté, et arrêtez la destruction de nos forces armées, de nos bases, des blessures infligées à nos soldats et tout le reste. Et à la place, voilà ce que le président Trump a déclaré. Eh bien, on se sent vraiment très mal. Mais vous savez, ces gens formidables, ces grands patriotes, sont là-bas en train de se battre pour qu'à l'Iran n'obtienne pas l'arme nucléaire. L'Iran a été très très durement touché. Ils ont perdu presque tout sur le plan militaire. Il ne leur reste plus grand-chose. On a déjà parlé de l'absurdité de cette dernière partie. Évidemment, ils ont encore pas mal de moyens et il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire et qu'ils continuent de faire. C'est pour ça que ces soldats supplémentaires sont morts aujourd'hui. Donc c'est un mensonge. Et c'est aussi un mensonge de dire « Ah, ils sont morts parce qu'ils ne voulaient pas que l'Iran ait l'arme nucléaire. » Non, non. Aucun de ces gens ne s'est engagé pour empêcher l'Iran d'avoir une arme nucléaire. Une arme nucléaire que d'ailleurs, ils ne cherchaient même pas à obtenir. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Il essaie juste de donner à tout ça un air noble et juste, mais ça ne l'est pas. C'est honteux, insultant, et ça déshonore les hommes et les femmes qui portent cet uniforme. Voilà où on en est. Maintenant, il y a une dernière chose que je veux vous montrer à ce sujet. Le président Trump vient de publier un nouveau message sur Truth Social, juste avant qu'on prenne l'antenne. Gary, si tu peux l'afficher à l'écran, parce que ça montre bien, je pense,
où se concentre l'attention principale du président Trump. Il y a eu récemment une controverse à propos du maire de New York, Mamdani, qui envisagerait d'arrêter Benjamin Netanyahou en lien avec ses dossiers de la Cour pénale internationale. Je n'ai pas vu où ça en est. Je sais qu'il en a parlé, mais je ne sais pas s'il a vraiment le pouvoir légal de le faire. En tout cas, le président Trump veut que tout le monde sache que Netanyahou ne sera arrêté d'aucune manière, sous aucune forme, tant qu'il se trouve aux États-Unis. Et ensuite, il invente des choses sur le fait qu'il se bat contre la République islamique d'Iran, qui aurait tué 52... Enfin bref. Je n'ai même pas envie de lire la suite. Enlève ça de l'écran, Gary, parce que le reste, c'est n'importe quoi. C'est juste une tentative de trouver une justification au fait que le président Trump ait écouté Benjamin Netanyahou. Et on le sait. On le sait avec certitude, parce que c'est comme ça que tout a commencé. C'est ce qui a déclenché la guerre au départ, quand Netanyahou lui a dit qu'il savait où se trouvait l'ayatollah Ali Khamenei. Et ils ont dit, si on l'élimine, la guerre peut se terminer avant même de commencer. Comme au Venezuela. Peu importe. Et Trump l'a fait. Et maintenant, il essaie de dire, oh non, en fait, c'était à cause des manifestants en Iran. Non, 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 ce n'était pas à cause des manifestants. Ah, c'était à propos des armes nucléaires qu'ils ne peuvent pas avoir. Ah oui, c'est vrai, on a déjà détruit ça aussi. Oh, peu importe. Ils tuent leur propre peuple. Ce sont des gens terribles, donc on doit aller leur faire la guerre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement absurde. Tout ce qu'il dit, tout ce que Jack Keane dit, tout ce que Marco Rubio dit, et Pete Hegseth qui parlait encore récemment, c'est un peu tu depuis, sans doute pour de bonnes raisons. Mais on peut très bien ressortir d'autres déclarations de leur part. C'est tout aussi absurde. L'amiral Cooper, pareil. C'est du grand n'importe quoi. Il n'y a presque rien de vrai dans ce que l'un ou l'autre raconte. Et pourtant, ils continuent à mener une guerre qu'ils savent qu'on ne peut pas gagner et qui continuera d'avoir des conséquences humaines comme financières pour notre pays. Si ça continue encore longtemps, une de mes plus grandes inquiétudes, c'est qu'on finisse par pousser l'Iran à développer une arme nucléaire. Et à ce moment-là, ils pourraient se lancer à toute vitesse. Peut-être même qu'ils le font déjà en secret. On n'en saurait rien. Parce que nos actions de l'an dernier ont fait partir tous les inspecteurs de l'AIEA. Donc on n'a plus ni yeux ni oreilles sur place. Impossible de savoir ce qu'ils font en coulisses. Ils ont les compétences techniques et scientifiques, ils ont les moyens en ingénierie. Ils pourraient très bien avoir construit une toute nouvelle installation quelque part, sans qu'on en ait la moindre idée. Et un jour, on pourrait avoir cette mauvaise surprise, une bombe qui explose en plein milieu du désert iranien. Et ils disent que le prochain tombera sur Tel Aviv si vous n'arrêtez pas. Quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui pourrait vraiment arriver. Et tout ça, c'était évitable. Rien de tout ça n'avait besoin d'arriver. Tout est le résultat de la stupidité avec laquelle on gère nos affaires ici. Je prie Dieu pour qu'on s'en rende compte très vite, sinon on va avoir de gros ennuis. Merci à vous d'avoir écouté. Dans environ 5 minutes, on aura Robert Barnes avec nous. Il a toujours de très bons contacts à la Maison-Blanche. Il est au courant de beaucoup de choses en coulisses et il pourra nous éclairer sur ce qui se passe en ce moment. Et en plus, il est toujours passionnant à écouter. On se retrouve dans quelques minutes dans le Daniel Davis Deep Dive. We'll see you in just a few minutes on the Daniel Davis Deep Dive.